République, l'émission politique de Judaïque FM, présentée par Alexis Lacroix, directeur délégué de la rédaction de l'Express. Ilana Sicurel, bonjour. Bonjour Alexis. On vous reçoit, c'est un peu votre maison ici, vous connaissez les radios depuis longtemps, nos auditeurs vous connaissent également depuis longtemps, vous êtes membre du bureau exécutif de La République En Marche, c'est un secret pour personne, vous avez été une des premières marcheuses à rallier Emmanuel Macron en 2016, lorsque certains, dans les élites françaises, ne croyaient pas dans sa trajectoire météorétique, et vous venez d'être élu député au Parlement européen. Nous allons en parler évidemment assez longuement au cours de cette émission, des missions que vous allez y poursuivre. Mais tout de suite, depuis hier, l'actualité française est dominée par la disparition du président Jacques Chirac. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Quelle part de l'humanisme français représente-t-il pour l'élu de la République que vous êtes ? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui viennent à l'esprit quand on pense à Jacques Chirac, qui est une figure très attachante, je crois, pour les Français, très fédératrice. Et moi, je retiendrai deux choses. Je retiendrai d'abord, évidemment, la décision qui a été la sienne de reconnaître la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France. C'était le fameux discours dit du Veldiv en juillet 1995. Voilà, tout à fait. Et moi, je lui reconnais en fait aussi d'avoir accompagné en fait l'entrée des Justes des Nations au Panthéon. Sous l'impulsion de Simone Veil, qui est pour moi quelque chose de très fort parce que au-delà de la commémoration de la catastrophe, s'appuyer sur des figures de l'héroïsme du quotidien que sont les Justes des Nations, qui sont à la fois des figures positives pour notre pays, était quelque chose de très important. Donc je retiens ça, et ensuite je retiens aussi qu'il a été le parrain du projet Aladdin, qui est un très beau projet qui a été initié par Anne-Marie Revkolevski et qui, prenant acte du fait que l'antisémitisme se développait énormément dans les pays, disons, de culture musulmane, aussi bien en Iran que dans des pays arabes, eh bien la meilleure arme, c'était de diffuser la connaissance sur le génocide, puisque cet antisémitisme prenait la forme du négationnisme, et donc a traduit des grandes œuvres du patrimoine, notamment Primo Levi, en persan et en arabe, et l'a diffusé à travers Internet. Et je parle de Jacques Chirac, qui a été le parrain, qui a lancé à l'UNESCO ce très grand projet, qui me semble aussi quelque chose d'important. Alors, vous le rappelez, Ilana Sicurel. Beaucoup de choses pourraient être dites sur voilà, son beaucoup de choses peuvent être dites à son sujet, au sujet de sa mémoire, désormais. Vous le rappelez, Ilana Sicurel, Chirac, c'était un homme des Lumières, incontestablement. Il a voulu lutter contre toutes les formes de superstition, toutes les formes de préjugés, raciaux, antisémites. Est-ce qu'il a eu raison dans sa ligne diplomatique concernant le conflit israélo-arabe ? Vous savez, c'est pas le moment où les gens disparaissent qu'on a envie, si vous voulez, d'aller chercher, de les critiquer. Je pense pas qu'il ait marqué, si vous voulez, une rupture avec la ligne du Quai d'Orsay de manière absolument mémorable. Donc ce n'est pas ça que je retiens. Il n'y a pas eu non plus d'inimitié particulière. J'espère que aujourd'hui, et j'en suis assez convaincue, que on pourra avoir une ligne différente, parce que ce qui compte, c'est de sortir en fait des sentiers battus. Et moi, je crois que le président Macron, sa force, c'est le pragmatisme, et aussi un principe qu'il a souvent réaffirmé, qui est de faire confiance aux acteurs en présence, et qu'un ami, c'est celui qui facilite en fait le dialogue. Donc, mais sans prendre la place des protagonistes, ça, je crois que c'est un principe important. Sans prendre la place des protagonistes, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui chez notre actuel président, Emmanuel Macron, que vous connaissez bien? Qu'est-ce qu'il y a de Chirac? Qu'est-ce qu'il y a de l'héritage chiracien chez Emmanuel Macron? Je crois qu'il y a un attachement au grand symbole de la République, à l'héritage gaulliste. C'est un peu paradoxal, mais je crois que De Gaulle aujourd'hui est une figure très importante dans notre imaginaire commun. Donc un sens, je crois, de ces valeurs symboliques et de leur consécration, d'une forme un sens de la commémoration collective autour de ces valeurs. Et je crois que c'est quelque chose qui est profondément ancré chez Emmanuel Macron et qui s'affirme de plus en plus. Et je crois que c'est très important. Alors, on le sait, c'était au cœur de la campagne présidentielle menée par Emmanuel Macron, victorieuse contre ses différents adversaires politiques. C'était la promesse de la réconciliation entre tous les Français, mais aussi, Ilana Sicurel, vous le savez bien, entre les différentes parties, entre les différents morceaux du territoire français,
territoires ultramarins compris. Est-ce que 2 ans et demi après, le compte y est, d'après vous? Le compte n'y est certainement pas parce Pourquoi? qu'on ne règle pas 30 ans de difficultés en 2 ans et demi. Donc il ne s'agit pas, c'est un chemin. Est-ce que le chemin est amorcé? Je vous réponds oui. Et je vais faire un détour par effectivement ce qui nous a occupé ces derniers mois, qui a été très douloureux, les gilets jaunes. Alors justement, Emmanuel Macron y insiste. Il y insistait encore récemment dans son entretien donné à un magazine important du monde anglo-saxon. Il disait, c'est vrai, politics is perception. La politique, c'est aussi une affaire de perception. La perception, sans doute majoritaire de beaucoup de Français, qu'ils aient voté pour lui ou pas d'ailleurs, c'est que le compte n'y est pas. Qu'est-ce que vous leur répondez pour les rassurer? Moi, je réponds d'abord que les Gilets jaunes, et je l'ai souvent dit d'ailleurs, a été un choc pour les marcheurs, puisque la fracture territoriale était au cœur de notre diagnostic au moment de la Grande Marche, et on savait que c'était ça qui devait être au cœur de l'action. Et beaucoup de choses ont été faites. Je prends par exemple ce qui concerne évidemment un sujet qui m'est cher, l'éducation, où cette décision qui a été portée donc par Jean-Michel Blanquer de diviser par 2 les effectifs en CP, CE1 dans les quartiers difficiles, et qui sont pas seulement les banlieues, qui sont parfois aussi en ruralité, pour répondre de manière très courageuse et très innovante à cet autre constat qui est que 20% des enfants de France quittaient le CM2 sans savoir lire, écrire, compter. Donc en réalité, quand vous prenez l'ensemble des enfants qui sont aujourd'hui en CP, CE1, donc aujourd'hui on est arrivé à maturité de cette mesure, combien sont-ils? 300 000, et c'est exactement 20% d'une classe d'âge. Donc regardez par exemple cette mesure, qui est une mesure pour moi qui est essentielle pour réparer les fractures territoriales, qui est un investissement important, qui est une innovation majeure et très audacieuse. Eh bien, évidemment, elle met du temps à avoir des effets, même si on commence déjà avec les enfants de CE2 à voir l'effet. Je vous donne un exemple parmi d'autres, mais l'action, elle était initiée. La perception, vous le venez de le rappeler, c'est essentiel. Donc, on a compris que d'abord il y avait un problème de méthode. Il fallait, comme le dit Emmanuel Macron, pas seulement changer la France pour les Français, mais avec les Français. Donc la méthode a changé, même si les objectifs pour moi étaient déjà là. On transforme plus. Et deuxièmement, il faut des résultats plus rapides, parce qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui vivent dans des situations trop difficiles pour attendre les effets qui étaient escomptés de nos réformes. Le son a été prise. Ilana Sicurel, le Macron jupitérien, le Macron jupitérien qui pensait transformer la France depuis le sommet vers le bas, c'est fini. On a un Macron qui s'est profondément transformé à l'épreuve des Gilets jaunes et du grand débat qui s'en est suivi. Alors, vous savez, c'est toujours pareil. Alors, je vais vous dire, d'abord, je pense qu'il y a un Macron jupitérien qui va demeurer et même se renforcer. C'est celui dont on parlait à l'instant. C'est sa nature? Non, c'est Jupiter au sens où il a le sens des symboles de la République. Et ça, je crois que il y a une verticalité républicaine que les Français attendent. Et celle-là, à mon avis, elle va plutôt avoir tendance à se réaffirmer parce qu'elle est fédératrice autour des symboles de la République. Et ce n'est pas des symboles qui excluent quand on parle aujourd'hui d'immigration, d'intégration, mais au contraire, plus on sera républicain, plus on sera dans l'accueil, et on aura sûrement l'occasion d'y revenir, Alexis. Donc, d'un côté, Jupiter va rester dans cette dimension, je dirais, d'incarnation républicaine. Par contre, effectivement, dans la méthode, ça va changer. Alors, je nuancerai en disant que, pour moi, vous me direz que je suis vraiment macronphile, mais je pense pouvoir dire que c'est un homme qui a toujours écouté. C'est-à-dire que c'est un homme qui est sans arrêt dans la consultation, il reste en lien avec les membres les concitoyens. Quand il se promène même, il prend le numéro des uns et des autres, il les reçoit parfois à l'Élysée, c'est des choses qu'on ne sait pas, mais c'est quelqu'un qui est totalement dans le lien. Maintenant, je crois qu'il a été obnubilé et par la figure de François Hollande de l'impuissance et de l'inaction. Et que donc le début de son quinquennat a été marqué par une espèce de volontarisme qui suivait toujours la concertation. Moi, je ne crois pas à un Emmanuel Macron qui n'ait jamais été quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire et qui le fait sans écouter personne. Mais par contre, il y a eu, je pense, cette peur de l'immobilisme qui l'a conduit parfois à ne pas faire assez de place à cette méthode de coécriture des réformes. Et sur ce plan-là, oui, il y a un vrai changement. Il a dit, j'ai changé, et je pense que nous en verrons le résultat ces prochains mois, ces prochaines semaines. Alors, quel est, d'après vous, son diagnostic sur la France? Est-ce qu'il pense, comme vous, que la fracture éducative est l'une des principales fractures sociales et territoriales qui minent aujourd'hui
la France. Oui, moi j'aime bien dire que, vous savez, on parlait de Jacques Chirac tout à l'heure, il y a des présidents qui ont attaché leur image et leur mémoire à des bâtiments. Donc pour Jacques Chirac, ce sera bien sûr le musée des Arts Premiers. Pour Mitterrand, c'est d'influence plus égyptienne, la pyramide du Louvre ou la très grande bibliothèque. Moi je pense qu'Emmanuel Macron, il est attaché à un édifice, c'est de rebâtir l'école républicaine. Et ça va être ça. C'est ça son combat. C'est sûr que Brigitte Macron a probablement aussi son mot à dire sur ce sujet-là, mais je crois que fondamentalement, moi je n'ai jamais entendu Emmanuel Macron aussi éloquent que quand il parle d'éducation. Il veut rebâtir l'école républicaine, il veut refaire de l'école républicaine un lieu de promesse où chaque enfant de France peut trouver sa place, un lieu d'émancipation, un lieu où on casse le renforcement de l'inégalité. Les pesanteurs des déterminismes sociaux. Exactement. Je vais vous dire une chose qui me révolte. Vous savez, en politique, moi je dis toujours, il faut savoir ce qu'on veut changer. Moi je sais pourquoi je me réveille le matin et pourquoi je me suis engagée pour La République En Marche et pourquoi, en fait, je m'étais engagée à l'Alliance Cigarette Universelle exactement pour les mêmes raisons. C'est que je ne supporte pas que le déterminisme social pèse sur l'avenir des enfants. Et je vais vous dire un chiffre qui est glaçant. Dans le classement PISA de l'OCDE, donc le classement des pays les plus industrialisés, nous sommes tout simplement les champions de l'inégalité sociale. Nous sommes parmi les tout derniers dans la chance qui est donnée en dépit. Vous voulez dire, Ilana Sicurel, les champions, si j'ose dire, oui. De la reproduction des inégalités de naissance, voilà, de destin. Exactement. Bon, alors au cœur du macronisme, il y a effectivement cette idée qu'exprimait le futur président. Et il y a de l'action, c'est pas seulement des idées, c'est de l'action. L'idée qu'exprimait le futur président de la République dans son livre Révolution, qui était son livre programmatique, vous l'avez peut-être lu même avant sa parution, vous qui le connaissez bien, il voulait casser les inégalités de destin. Aujourd'hui, il a conscience, ça vous en êtes certaine, que cela passe d'abord par un effort accru de dotation, de moyens, d'inventivité pour le ministre de l'Éducation nationale et pour son secrétaire d'État. J'en suis absolument convaincue. C'est déjà le cas puisque le budget est en hausse. Je pense que Jean-Michel Blanquer est une voix qui compte de manière toute particulière dans le gouvernement, qui incarne, je dirais, ce républicanisme social. C'est lui-même d'ailleurs, Jean-Michel Blanquer, qui a trouvé cette formule que je trouve évidemment un très bon résumé de ce que nous essayons de faire, et pas seulement que nous essayons, mais que nous faisons. Je parlais de cette mesure tout à fait révolutionnaire qui va conduire progressivement, bien sûr, la France à sortir de ces 20% d'enfants de France qui ne savent pas lire et écrire en sortant du CM2. Mais il y a aussi la réforme très importante portée avec Muriel Pénicaud sur l'apprentissage, qui dépasse même nos attentes, et sur, d'une manière plus générale, la formation. La formation est un sujet absolument majeur pour que les Français puissent tout simplement sortir du chômage de masse qui aujourd'hui encore est caractérisé en France. Alors une de vos marques de fabrique, Ilana Sicurel, pour tous ceux qui vous connaissent et qui vous suivent, c'est un certain volontarisme, une énergie transformatrice qu'on sent dans vos propos, dans votre ton, dans votre manière d'être, dans votre allure générale. Est-ce que vous avez l'impression que vous tranchez avec une partie du camp macronien qui semble atteint d'une forme de maladie de langueur ? Écoutez, je vous laisse la responsabilité de ce constat de langueur de mes collègues. J'ai pas du tout cette impression. Pas du tout cette impression. Pas du tout. Et j'ai l'impression, si vous voulez, moi, pour de tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, de le partager. Je fais partie du bureau exécutif de La République En Marche, et au sein de ce bureau exécutif, donc qui est l'instance des dirigeants de ce parti autour de Stanislas Guerini, je suis en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Et tout ce que je viens de vous dire, on le partage, et je crois qu'il y a un volontarisme et en même temps une sensibilité aux choses qui se sont manifestées et qui nécessitent parfois un réajustement. Mais je sens beaucoup d'énergie dans le camp macronien. Maintenant, on est aux affaires. Ça demande aussi un peu d'humilité parce que les choses avancent, mais c'est la réalité. C'est pas la démagogie. Nous voilà rassurés, Ilana Sicurel. Alors on fête un anniversaire triste pour certains. Triste pour Régis Debray ou pour Elisabeth Badinter, qui est l'anniversaire des 30 ans de la pétition qu'ils avaient lancée. Ils étaient plusieurs. Il y avait aussi Catherine Kinsler, il y avait Alain Finkielkraut, pour dénoncer ce qu'ils appelaient le Munich de l'école républicaine, à la suite du rendu du Conseil d'État qui autorisait
la présence de 2 jeunes filles dans un collège de Creil, dans l'Oise, ornées de ce qu'on appelait alors le fichu. On sait d'ailleurs qu'à l'époque, le président François Mitterrand n'avait pas forcément pris la mesure de la signification de ce geste, de cette ostentation, puisqu'il disait, au fond, ces jeunes filles sont assez jolies avec leurs fichus, bon voilà, sous-entendu sans commentaire. Personnellement, qu'est-ce que vous ressentez en ce 30e anniversaire? Et ce corollaire de cette question, est-ce que vous avez l'impression que cette question très épineuse de la laïcité, des interprétations qu'on peut en donner, reste, pour le camp politique que vous représentez, pour le centre macronien, une sorte de sparadrap du capitaine Haddock? Écoutez, je pense que on est au cœur d'une question très importante, et je pense que cet anniversaire que vous évoquez, il est aussi l'anniversaire très peu de temps après de la décision qui a été celle de la France d'interdire les signes ostentatoires religieux à l'école. Décision qui viendra donc quelques années plus tard, mais effectivement vous avez raison, c'est venu assez rapidement. C'est notamment, d'ailleurs il faut lui rendre hommage, le président Chirac, qui a été à l'origine du consensus qui s'est créé pour interdire en 2004 les signes ostensibles d'appartenance religieuse dans l'enceinte des établissements scolaires primaires et secondaires. Alors je crois qu'aujourd'hui, on est capable, ensemble, de faire le constat que ça a été une décision extrêmement importante, qui a marqué une limite, qui a marqué surtout une espèce de... Alors c'est un peu paradoxal de parler de sacralité, mais quelque part de sacralité républicaine de l'espace de l'école, hein, qui doit être un espace où les jeunes élèves avancent, s'émancipent. Et je pense qu'on peut se féliciter parce que on peut dire 30 ans après que ça a été incroyablement efficace, puisqu'on a quand même contenu ce mouvement. Maintenant, alors, vous êtes au cœur de la machine, d'une certaine manière, de Grenelle aujourd'hui, par les activités que vous menez, les missions que vous conduisez, Ilana Sicurel. Un certain nombre de professeurs qui sont sincères dans leurs convictions, professeurs du secondaire, professeurs d'école, sont convaincus que la matrice en matière éducative du président Macron, c'est en gros la Startup Nation, c'est-à-dire la libéralisation à tout crin. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, je réponds que qu'ils n'ont qu'à regarder un peu leur ministre, Jean-Michel Blanquer, qui est quand même l'incarnation, qui a été choisi quand même par le président et qui s'entend très bien avec le président. Donc il y a un moment donné, il faut arrêter de penser que les ministres sont des espèces d'atomes libres qui n'ont rien à voir avec le président. L'école est au centre, au cœur de l'action que veut mener Emmanuel Macron. Jean-Michel Blanquer porte avec force, comme on disait tout à l'heure, la reconstitution, la refondation presque de l'école républicaine dans notre pays. Et quand on parlait de laïcité, je ne veux pas donner l'impression, quand je disais tout à l'heure, qu'en gros, on peut faire un constat positif sur l'interdit du signe ostentatoire à l'école, religieux ostentatoire. Eh bien, on peut faire aussi le constat qu'on est quand même dans un certain nombre de territoires qu'on appelle des territoires sous emprise, dans une grande difficulté. Alors l'emprise, c'est quoi? C'est l'emprise des frères musulmans? Voilà, c'est l'emprise en fait de l'islam radical et de l'islam politique qui souvent emprunte les voies de l'entrisme associatif et qui donc est un phénomène extrêmement inquiétant. Alors je veux, à votre micro, rendre hommage justement à l'action extrêmement vigoureuse et structurée de Jean-Michel Blanquer en la matière, parce que tout le monde ne sait pas, et il a rassemblé il y a 2 jours l'ensemble des référents laïcité de notre pays, c'est-à-dire qu'il y a un maillage territorial aujourd'hui avec des référents laïcité qui font remonter en 24 heures tout événement qui a à voir avec une atteinte à la laïcité. Donc il y en a eu 900, hein, c'est ce qui a été révélé publiquement il y a 2 jours, ce qui a conduit à peu près à 225, à peu près autour de 200 interventions sur le terrain, parce que parfois ça se règle autrement. Et donc on est vraiment, je dirais, non seulement dans un constat, mais dans une méthode qui est extrêmement efficace, et on n'est plus dans les mots, on est dans l'action. Alors on s'envole, si vous voulez, pour des destinations un peu plus lointaines, quelques minutes, parce qu'on est aussi dans une semaine où l'actualité, ce sont les résultats des élections israéliennes, la gestion de ces résultats. D'abord, revenons à la source. Quand vous avez, vous, qui êtes très proche de l'État d'Israël, par vos engagements, par votre héritage familial, quand vous avez appris ces résultats, cette espèce de coude à coude entre la formation centriste et le Likoud, quelle analyse personnelle vous êtes-vous faite? Alors je vais être prudente parce qu'étant maintenant responsable politique, votre parole est sous contrôle. Je ne veux pas, non, il ne m'appartient pas de
de donner vraiment mon opinion personnelle dans toute son étendue, mais je vais vous confier quelque chose que je trouve qui traverse un peu toutes les grandes démocraties. C'est-à-dire que ce qui me frappe d'abord, c'est ce coup à coude, justement. Hein, au-delà des personnes, et j'en dirai un mot, je ne veux pas échapper à votre question complètement, mais je pense que... La difficulté de départager les deux familles en présence. Exactement, c'est-à-dire qu'on est dans beaucoup de grandes démocraties, on le voit, et nous on a de la chance en France, en fait, d'avoir réussi à avoir un président qui lui-même a fait l'exploit d'avoir une majorité derrière lui qui lui permet d'agir de manière conséquente. Et qui depuis 2 ans a phagocyté la droite républicaine. Ça s'appelle, il a les moyens d'agir et d'appliquer sa politique. C'est tout. Vous l'appelez comme vous voulez, mais ça s'appelle comme ça. C'est d'abord ça qui compte. Et moi, je constate que aussi bien en Angleterre, où on voit bien que les partisans du Brexit et ceux qui s'y opposent sont finalement au coude à coude, et que cette division qui se traduit dans toutes les grandes démocraties, que nous dit-elle? Elle nous dit quand même le mal que nous avons le plus souvent à fédérer dans les grandes démocraties derrière un projet politique. Ça veut dire qu'il y a des fractures entre ceux qui se sentent faire partie prenante de la réussite du monde tel qu'il va, et ceux qui s'en sentent exclus. Et donc notre grand challenge, notre grand défi collectif, c'est de retisser ensemble nos sociétés démocratiques. Alors très récemment, à mon micro, l'académicien Alain Finkielkraut émettait la crainte que les résultats des élections israéliennes soient une occasion de plus de laisser de côté la question palestinienne et sa non-résolution. Vous pensez la même chose que Finkielkraut? Écoutez, moi je pense que il est évident que Israël a besoin d'un renouvellement politique. Je pense que c'est une évidence, et je pense que une grande partie des Israéliens l'attendent. Donc, on a un problème de leadership. C'est un problème depuis bien des années. Il y a une nouvelle figure dans le paysage israélien. Il faut espérer, là encore, qu'il ait les moyens d'agir, parce que la démocratie israélienne, encore plus que les autres, a un système qui, évidemment, très souvent place les dirigeants en position d'otage par rapport aux minorités. En janvier 2020, le président de la République française, son épouse Brigitte, se rendent en visite d'État en Israël. Elle a été d'ailleurs, je crois, remise déjà 2 fois, ajournée 2 fois. Vous serez du voyage? Je l'espère. Et qu'est-ce que vous attendez de cette visite très attendue par nos amis israéliens? Je crois que il faut d'abord, cette visite, elle s'inscrit, je pense, dans une continuité d'une amitié entre la France et Israël, très souvent réaffirmée par le président de la République. Je pense que moi j'aimerais que l'éducation y ait toute sa place, parce que je pense que Israël est un exemple dans un certain nombre de domaines, notamment celui de l'accompagnement des enfants différents. Alors justement, l'ambassadrice d'Israël en France, Elisabeth Noun, elle a fait récemment un papier, je crois que c'était sur le Huffington Post, où elle disait « Israël n'est plus seulement la Startup Nation que célèbrent tous les hommes politiques français, à commencer par Emmanuel Macron, c'est aussi une Impact Nation, c'est-à-dire une nation capable de réparer les fractures, et notamment les fractures éducatives. On a des leçons à prendre des Israéliens en matière éducative? On a des leçons à prendre et on a des leçons à donner. Je pense que Israël peut largement aussi s'inspirer de la structuration républicaine. Je pense que c'est quand même pas tout à fait Israël qui peut donner des leçons pour retisser ensemble. C'est quand même aujourd'hui une nation très divisée, donc je crois, mais que dans l'accompagnement des enfants différents, comme je vous le disais, et si vous voulez, le nombre de personnes que je rencontre qui sont pas forcément juives, mais qui ont trouvé la solution en Israël, pour des enfants qui sont soit des enfants autistes, soit des enfants dyslexiques, soit des enfants qui ne trouvaient pas leur place, et qui, notamment à l'Institut Feuerstein, pour ne citer que lui, ont trouvé la solution en Israël, sont importants. Donc je crois qu'il y a vis-à-vis, par exemple, de la des Éthiopiens, des choses très intéressantes qui ont été faites et qui ont permis à des jeunes des jeunes Israéliens d'origine éthiopienne de réussir dans le système académique israélien, parce que on leur appliquait des critères un peu différents. On pourrait dans une autre émission développer un petit peu ce dont il s'agit. Mais donc je crois qu'il y a des croisements à faire. Alors, toute dernière question de politique étrangère, vous le savez bien, beaucoup d'Israéliens, mais beaucoup aussi de Juifs en France, sont un petit peu
gêné aux entournures, voire plus que ça, tourneboulé pour certains, par la tentative conjointe du président américain Donald Trump et du président français Emmanuel Macron de remettre dans la boucle de la discussion diplomatique les interlocuteurs iraniens. L'Iran, c'est pas n'importe quelle puissance, c'est une puissance, quoi qu'on en pense, qui menace vitalement l'État d'Israël au travers de discours, mais sans doute aussi au travers d'agissements. Qu'est-ce que vous répondez à ceux des Israéliens qui attendent Macron au tournant, entre guillemets, lors de sa venue à Jérusalem en janvier prochain, sur ce dossier très délicat de la relation avec l'Iran? D'abord, je crois que le président de la République rappellera ce qui est sa conviction profonde, c'est qu'on ne fait pas la paix à la place des principaux protagonistes. Donc ça, je crois que ça doit être rappelé parce que c'est très important. Et deuxièmement, il a toujours dit qu'en tant qu'ami, eh bien, on essaye quand même d'essayer de favoriser des solutions. Et les solutions, elles se font pas avec les amis. Les solutions, elles se font avec des ennemis. Et si on n'a pas envie que ce soit les armes qui parlent, il faut essayer quelque part de coincer les ennemis dans un calcul extrêmement rationnel, de sorte qu'ils ne soient pas nuisibles. Et je crois qu'avec l'Iran, c'est la démarche qui est celle des Européens et de beaucoup d'Israéliens y croient aussi, c'est qu'on veut essayer d'éviter quand même un cataclysme et un conflit, et je crois que les Iraniens ne souhaitent pas en réalité ce conflit direct. Donc il y a beaucoup de pragmatisme dans la démarche, mais aussi, je crois, beaucoup de respect des protagonistes, et notamment de l'interlocuteur israélien. Alors Ilana Siquirel, je suis désolé, vous êtes passionnante, on pourrait continuer cette émission une bonne demi-heure de plus, peut-être qu'on en transformera le format rien que pour vous un jour, mais en quelques mots, est-ce que vous avez, en cette rentrée qui est aussi une rentrée littéraire, un conseil de lecture à faire à nos auditeurs? Alors, je vais faire un conseil de lecture et je vais faire en même temps un aveu. C'est-à-dire que le livre que j'ai dans mon sac... Oui, dans votre sac, là. Montrez-le. Voilà, et je peux le montrer. Non, en fait, mon sac est resté, mais vous allez me faire confiance quand même, après toutes ces années, Alexis. Entièrement confiance. C'est à la première personne d'Alain Finkielkraut. Donc, je confesse que je ne l'ai pas encore lu. Je vous promets de le lire dans les prochaines 48 heures parce que vraiment, j'ai hâte de le lire. C'est une confession donc d'Alain Finkielkraut. J'ai lu tous ses livres. Donc, voilà, il manque celui-là à mon arc. Et vous savez que j'ai eu le grand bonheur d'être la réalisatrice en fait du portrait du premier documentaire qui lui a été consacré. Premier documentaire dans le cadre d'Empreinte sur France 5, qui est un 52 minutes donc consacré à Alain Finkielkraut. Donc je suis heureuse de le lire, et parce que je pense que c'est vrai qu'Alain Finkielkraut souvent fait l'objet de grands malentendus, et que quand il est dans la justesse des positions qu'il défend, c'est souvent très inspirant. En 20 secondes, Ilana, vous vous souvenez, à un moment interrogé par un journal, le président de la République, après son élection, avait dit sincèrement, ces intellectuels, Debray, Onfray, Finkielkraut, ne m'intéressent pas beaucoup. Ils font du bruit avec de vieux instruments. Il a changé d'avis depuis? Bon, d'abord, je crois que depuis, il a eu l'occasion d'échanger avec Alain Finkielkraut, notamment au moment où Alain Finkielkraut a été agressé et où il l'a appelé pendant une demi-heure, ce qui a beaucoup touché Alain Finkielkraut. Et alors ensuite, si vous me permettez encore une minute, je vous raconte une petite anecdote. J'ai eu le plaisir et le privilège d'organiser une rencontre entre Alain Finkielkraut et le candidat Emmanuel Macron pendant l'élection, la campagne électorale. Et il y a eu un moment très fort où, sur les constats, je dirais pas lesquels parce que ça fait partie des choses qui relèvent du privé, sur les constats, ils étaient souvent d'accord. Mais sur, je dirais, le tempérament et le positionnement, Emmanuel Macron lui a dit, les yeux dans les yeux, quelque chose qui relève vraiment d'un échange dostoïevskien. Vous êtes un intellectuel, vous avez le droit d'être dans la nostalgie et le constat de l'impossibilité d'agir. Moi, je suis un politique et je suis obligé de trouver des solutions. Donc je crois que c'est ça qui les différencie. C'est très pas beau. Forcément l'analyse, il faut se nourrir de l'analyse des intellectuels, mais on attend d'un politique qu'il agisse. Merci de ce scoop, parce que vous ne le savez pas, nos auditeurs apprennent donc une première de ces conversations secrètes d'Alain Finkielkraut avec le président de la République, futur président de la République alors. Merci infiniment Ilana Siquirel, vous reviendrez nous parler aussi de votre expérience, de votre action en tant que député du Parlement européen, parce que vous allez intégrer bientôt l'hémicycle de Strasbourg. Et bonne fin de semaine à tous. Shana Tova, bien sûr, Ilana, et Shana Tova à tous nos auditeurs. Bonne année à toutes et à tous. Affaires publiques, l'émission politique de Judaïk FM, présentée par Alexis Lacroix, directeur délégué de la rédaction de l'Express.